2 ans de transition, le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, répond aux questions et préoccupations du peuple burkinabé ce jeudi 10 octobre 2024. Cette intervention exclusive met en lumière sa vision stratégique pour le Burkina Faso, ses engagements pour la souveraineté nationale, ainsi que ses réflexions sur les défis sécuritaires et politiques. Découvrez les points clés de cet entretien qui vise à façonner l'avenir du pays des hommes intègres. Partagez, abonnez-vous, likez et laissez-nous des commentaires si vous voulez plus de contenu de ce genre. Merci beaucoup. Bonjour chers parents, chers frères et sœurs auditeurs de la radio Burkina. Merci madame pour cette occasion qui nous est encore donnée de pouvoir communier directement avec le peuple. C'est un réel plaisir et c'est aussi un moment pour moi de pouvoir comprendre aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, les aspirations actuelles du peuple à travers vos antennes et de pouvoir réajuster notre programme, si on peut le dire ainsi. Donc je dis que c'est un grand moment de plaisir et merci encore pour cette opportunité. Merci, Monsieur le Président, pour ces premiers mots. Nous accueillons Hervé Kaboré qui va nous livrer ses premières questions. Merci Chantal Nikiema, Excellence, Monsieur le Président. La première question nous vient du secteur 16 de Ouagadougou. Stéphane Kiamtoré veut savoir comment vous avez vécu les multiples tentatives de déstabilisation avec en ligne de mire votre assassinat. Deuxième question, c'est Madame Koné de Bobo Dioulasso. Elle souhaite savoir le sort qui sera réservé aux comploteurs. Et puis ensuite, toujours à Bobo Dioulasso, c'est Daniel Sanou qui demande est-ce qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre les déstabilisateurs et leurs complices. Et Eugène Kambiré de Batié dans le Noumiel voudrait savoir ce qui s'est réellement passé à Barsalgo. C'est aussi la question de Suleiman Ouedraogo à Kaya. Dans le centre-nord, Salifou Sanou de Bobo Dioulasso. Et puis la dernière question, c'est Jean Ilboudo de Ouagadougou. Il voudra avoir votre réaction sur le discours d'orientation politique de feu capitaine Thomas Sankara en pleine célébration des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Quelle importance revêt pour vous le DOP quand on constate que son contenu est toujours d'actualité? Merci. Merci Hervé Kaboré pour cette première série de questions des auditeurs. Monsieur le Président, vous venez d'entendre les préoccupations des auditeurs qui tournent autour des velléités de déstabilisation et notamment avec l'attaque de Barsalgo. Les auditeurs voudraient savoir comment avez-vous vécu ces situations? Avant de nous engager dans cette mission, je pense qu'il y a un certain nombre de risques qu'il faut mesurer et accepter d'assumer. Et parmi ces risques, il y a le fait de ne pas réussir la mission pour laquelle on était venu. Donc quand on vient, c'est soit ça passe ou ça casse. Dieu merci, on a pu réussir la mission pour pouvoir imprimer notre vision des choses à notre pays. Après ça, l'autre risque, c'est d'accepter d'abandonner tout. Voilà, on ne peut pas, en tant que jeune, être là au sommet de l'État et vouloir peut-être me retrouver sous des manguiers à manger du rusumbala comme les autres. C'est-à-dire accepter d'oublier sa jeunesse, accepter d'oublier la vie et se consacrer entièrement à la patrie. Un des risques, c'est cette situation que nous vivons, la déstabilisation. Parce que si vous voulez redresser la barque d'un tel pays, forcément, vous êtes obligé de sévir. Et en sévissant pour redresser, vous créez des ennemis internes et externes. Il faut donc s'attendre à ces situations de déstabilisation, d'assassinat et de tout. Parce que nous avons touché aux intérêts de beaucoup de personnes. Il y a donc une inégalité sociale, il y a de la corruption, il y a une mauvaise gestion de la chose publique. Si nous essayons de vouloir redresser tout ça, forcément on va toucher aux intérêts individuels de certaines personnes. Et ces personnes très souvent sont riches, ont de l'argent, utilisent cela pour manipuler souvent des personnes plus pauvres qu'elles, pour nous les mettre à dos en fait. Ça c'est à l'interne et ces mêmes personnes n'hésitent pas à coaliser
avec les forces impérialistes qui passent leur temps donc à nous endeuiller, à nous appauvrir. L'autre pan, ce sont ces forces extérieures-là. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qu'on a sous le dos et on n'a pas le choix, il faut le faire. Voilà, si nous voulons que notre patrie soit indépendante, si nous voulons notre souveraineté, si nous voulons que les Burkinabés mangent à leur faim, si nous voulons que nos enfants aillent à l'école sans payer un franc, si nous voulons que demain, le paludisme qui est une des maladies les plus répandues au Burkina Faso, que nous puissions soigner notre population sur certains mots à 0 franc, certains rêves que nous avons, mais il va falloir faire beaucoup de concessions, il va falloir empêcher certaines puissances de nous piller et ça crée beaucoup d'ennemis. Donc nous sommes préparés à ces situations, nous les vivons comme normal en fait, ça ne nous ébranle pas, ça ne nous fait pas peur, ça nous donne encore le courage d'avancer parce qu'à travers ces événements, nous savons que la ligne directrice que nous avons optée est la meilleure ligne pour notre patrie, pour notre peuple. Donc nous vivons la chose comme ça et les comploteurs, actuellement nous avons passé 2 années à sensibiliser, à parler, à mettre en garde, les gens trouvaient qu'on mettait trop en garde, mais c'était nécessaire pour que les Burkinabés voient d'eux-mêmes jusqu'où certains Burkinabés peuvent aller contre la patrie. Si on s'était mis dès le début à sévir d'une certaine manière, ce n'est pas évident que vous-même vous allez nous comprendre. Le capitaine Thomas Sankara a été mal compris à un moment donné, peut-être parce qu'ils ont commencé fort, mais il fallait laisser le peuple voir, comprendre ce que c'est que ces comploteurs, communiquer avec le peuple. Et aujourd'hui, je pense que les gens ont beaucoup compris. D'accord. Voilà. L'auditeur de Bobo Dioulasso voudrait savoir quel est le sort réservé à ces comploteurs-là. Comme nous l'avons dit, à partir de cet instant, je ne vais pas rentrer dans les détails. Chacun va assumer. Si quelqu'un entreprend des démarches comme ça, eh bien, il assume toutes les conséquences. Nous n'allons plus conseiller quelqu'un ou voilà, mettre en garde encore. Donc, on va revenir sur le cas de Barsalgo. Il y a un auditeur qui voudrait savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé à Barsalgo. Barsalgo, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails, mais Barsalgo, je pense que j'étais personnellement visé. Parce que Barsalgo et moi, il y a une histoire. Barsalgo et la situation du pays, il y a une histoire. En juillet 2022, vous pourrez peut-être après vous renseigner sur place à Barsalgo. J'ai défié beaucoup d'ordres pour m'interposer pour que Barsalgo ne tombe pas. Et donc j'ai sacrifié beaucoup de choses quand même à Barsalgo. C'est le lieu pour moi de remercier beaucoup de gens qui nous ont soutenus dans notre manœuvre. Et je pense qu'ils ont ciblé Barsalgo parce que ça allait me toucher. Voilà, c'était l'objectif. Je ne veux pas rentrer dans certains détails, mais bon, peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion d'en parler. D'accord. Alors, votre réaction sur le discours d'orientation politique du feu capitaine Thomas Sankara, c'est une préoccupation des Jean Ilboudo de Ouagadougou. Oui, c'est vrai. Nous avons d'ailleurs choisi la date du 2 octobre pour le lancement des journées patriotiques, d'engagement patriotique. C'est justement pour corroborer avec le DOP, parce que ce discours, c'est un référentiel. Et je pense que certains pays loin de notre sous-région ont utilisé ce référentiel pour se développer. Et ils nous le font comprendre parce qu'ils ont puisé beaucoup de choses de ce discours-là. C'est d'actualité, nous nous en inspirons et nous adaptons au contexte aussi. Il y a certaines choses en son temps en 83 qui ne peuvent plus se faire aujourd'hui, mais nous l'adaptons au fur et à mesure. Thomas Sankara était trop en avance sur son temps et je pense que tout ça, ça fait qu'il n'a pas été compris parce qu'il voyait des choses que les autres n'avaient pas la possibilité de voir. Sa vision était beaucoup plus en avance. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on aurait dû, chaque fois ce sont des questions comme ça qu'on se pose. Est-ce qu'on n'aurait pas dû, est-ce que les gens n'auraient pas dû, mais bon, c'est déjà passé, mais je pense que c'est un discours d'actualité. C'est la même vision pour une souveraineté totale de notre pays. Et je pense qu'il faut qu'on s'inscrive dans cette lancée. Je voudrais savoir quel est le moral des troupes avec ces velléités de déstabilisation. Je dirais que le moral des troupes est au beau fixe, parce que s'engager pour défendre la patrie, vous savez, quand on est militaire et qu'il y a un autre état d'esprit naturel qui est là au sein du milieu, au sein de l'armée, et se lever, prendre son sac à dos, son arme et partir au front, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais généralement, dans la tête du militaire, quand il part, c'est avec fierté qu'il part.
Il sait ce qui peut arriver, mais c'est avec fierté qu'il part. Et aujourd'hui, avec ce que nous avons mis en place, ce que nous essayons de faire comme effort à travers l'accompagnement du peuple, beaucoup de militaires sont vraiment fiers d'être militaires. Voilà pourquoi ils se donnent corps et âme. Et avec tout l'accompagnement que le peuple aussi fait à leur endroit, je pense que ça ne peut que booster le moral. C'est vrai que ces situations de déstabilisation ne les affectent pas, mais ça les donne encore plus de courage de se battre. Ils comprennent mieux pourquoi ils doivent se battre pour leur patrie. Ils savent bien que ce n'est pas pour rien qu'on tente de nous déstabiliser, malgré que nous avons pu changer la donne en termes d'équipement, de recrutement, de formation dans un laps de temps. Si des gens tentent encore de déstabiliser, ça donne plus d'arguments aux militaires de rebooster leur morale et de se battre. Merci. Hervé Kaboré nous a rejoint pour les questions des auditeurs. Hervé, c'est à vous. Oui, Chantal Nikiema, c'est M. Alassane Ouedraogo qui nous appelle de Kaya, dans le centre-nord. Il demande, après l'attaque de Barsalgo, l'opinion publique se demande si des sanctions ont déjà été appliquées à l'encontre des responsables et complices. Où en est-on en termes de justice et de réparation pour les victimes de cette tragédie? Voilà, c'est la question de M. Ouedraogo Alassane de Kaya, en attendant. Merci Hervé. Monsieur le Président, vous avez la parole pour répondre à M. Ouedraogo. D'accord, merci. Il faut dire qu'après toute attaque, depuis qu'on est là, après chaque attaque, nous essayons de faire une analyse de la situation pour comprendre qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Tant qu'on n'arrive pas à le faire, on ne peut pas améliorer la situation. Donc, naturellement, après l'attaque de Barsalgo, sur le plan militaire, il faut analyser qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Là, nous sommes presque au bout donc, de cette enquête. Je pense que les autorités militaires sont allées plusieurs fois à Barsalgo, enquêter, continuent d'enquêter aussi à travers Kaya. Et les responsabilités seront situées d'ici quelques jours. J'attends le résultat du rapport. Et les sanctions vont tomber. Toutes les attaques, c'est ce que nous faisons. Il y a eu des attaques où on est amené à radier souvent certaines personnes qui ont manqué au devoir. Voilà, parce qu'on n'a pas le choix tant qu'on s'engage et qu'on sent que la faille vient du dispositif, il faut sévir. Donc nous attendons le rapport final pour agir. S'agissant donc des victimes, c'est naturel, nous avons adopté des lois pour que les enfants de ceux qui auraient perdu la vie dans cette guerre-là, on les récupère comme pupilles de la nation. Et ceux aussi qui sont tombés, on les prend comme martyrs. Le gouvernement est permanemment aux côtés donc, des populations pour pouvoir prendre en charge déjà sur tout le côté psychologique, sur le côté humanitaire, santé et tout, de tous les membres donc, des familles qui ont été endeuillées lors de cette tragédie. D'accord. Hervé Kaboré a des questions des auditeurs. Il nous rejoint une fois de plus. Oui, Chantal Nikiema, les auditeurs ont encore envoyé des questions d'actualité. C'est M. Thomas Kafando de Zignaré. En rapport avec le mois du consommant local, il demande quelles sont les stratégies pour un développement endogène basé sur les produits made in Burkina. Et puis M. Karim Zongo de FADA demande, vous avez des équipes gouvernementales qui rencontrent actuellement les leaders coutumiers. Quelles sont vos attentes? Merci Hervé pour ces deux questions. Monsieur le Président. D'accord, merci beaucoup. Je vois que le mois de consommer local, on l'a lancé et ça nous tient beaucoup à cœur. Si vous remarquez d'abord sur le plan vestimentaire, les premiers actes que nous avons eu à poser, on a fait une analyse d'un certain nombre de facteurs. D'abord, il faut promouvoir ce que nos artisans sont en train de mettre en œuvre, c'est-à-dire le Faso d'Anfani, le Koko Donda. C'est ce qui nous a amené à un moment donné de réfléchir sur la question, par exemple, des touches des enseignants qui étaient importés chèrement. Et donc, on a instruit le ministre de changer, par exemple, les touches. Aujourd'hui, c'est fait en Faso d'Anfani. Les dames qui le font, mais il y a beaucoup de dames qui ont rejoint donc l'atelier et ça fait une grosse main-d'œuvre qui est employée. Également, l'instruction a été donnée à ceux de la justice de changer leur touche pour pouvoir s'adapter donc à notre façon d'enfanner et beaucoup d'autres couches sociales, même dans l'armée. Je pense que si vous avez bien suivi la tenue même du ministre au Conseil des ministres,
c'est de façon d'enfanée en fait. Donc il y a beaucoup de choses qu'on essaie de faire promouvoir ce qui est fait localement. Et dans plusieurs autres domaines, surtout dans les produits transformés. Donc actuellement, nous sommes dans la dynamique de promouvoir tout ce qui arrive à transformer nos matières premières, c'est-à-dire les produits alimentaires, pour que ce soit consommé par les Burkinabés. Ce qui nous a mené d'ailleurs à prendre un décret dernièrement pour instituer le fait que si quelqu'un veut importer un produit, peu importe le produit, tant qu'il y a des Burkinabés qui le fabriquent, il est obligé d'abord de prendre au Burkina, et lorsque maintenant ça ne suffit pas, il peut aller prendre à l'extérieur. Donc c'est un acte fort qu'on a posé pour pouvoir encourager ceux qui produisent localement et que ce soit consommé par les Burkinabés. Donc sur ce volet, je pense que nous sommes dans une bonne dynamique. On ne peut pas dévoiler toute la stratégie à venir, parce que comme je l'ai dit, ceux qui ont l'habitude d'importer, ça ne les plaît pas forcément d'appliquer ce que nous voulons. Mais si nous voulons être burkinabés, on est obligé de prendre des mesures. Ça ne va pas plaire à d'autres, mais ça va plaire au grand nombre. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Monsieur Karim Zango voudrait savoir vos attentes concernant vos équipes gouvernementales qui sont sur le terrain. Oui, donc ce sont des sorties qui ont été programmées il y a quand même un peu longtemps. C'est comme les premières sorties qui ont coïncidé avec les événements de Barsalgo, je pense. On avait programmé plusieurs sorties. Donc quand l'événement est arrivé, on a quand même dit aux gens de partir faire le programme. Donc pendant cette période, on arrête le Conseil des ministres pendant une semaine. Et donc on veut que les ministres aillent auprès des populations, s'enquérir des réalités, voir les réalités de visu et revenir, parce qu'un ministre, c'est au niveau de la décision. Et si vous êtes juste à Ouagadougou et que vous n'arrivez pas à comprendre les aspirations profondes du peuple, c'est compliqué. Donc, c'est un programme, ça ne sera pas la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. Ils sont allés vers les populations dans toutes les régions pour s'enquérir des vraies réalités, comprendre les difficultés. Et je pense que chaque ministre donc, va réaménager son programme en fonction des besoins réels de nos populations. C'est le même état d'esprit qui nous a amené à aller vers les chefs coutumiers, parce que nous voulons les remettre dans leur rôle. Leur rôle donc de maintenir cette cohésion sociale, l'unité, la paix. Voilà, il faut qu'ils s'affirment, qu'ils arrivent à nous aider à éduquer la jeunesse. Donc ce sont ces messages-là qui sont portés à leur endroit, parce que quoi qu'on dise, ce sont des acteurs clés donc, de notre société, et nous voulons les remettre dans leur rôle pour qu'ils puissent aider le Burkina Faso à revenir à ces valeurs ancestrales qui sont des valeurs de paix, d'unité, de cohésion. D'accord. Merci pour ces éclairages. Monsieur le Président, l'actualité, la sécurité et la défense sont intimement liées. En attendant de recueillir les préoccupations des auditeurs, il y a maintenant 2 ans que, sous votre impulsion, le Burkina Faso a engagé une guerre totale contre les groupes armés terroristes. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de la reconquête du territoire national? Merci. Nous ne cesserons de parler de la situation donc, du terrain, parce que c'est l'essence même de notre combat. Et comme vous avez pu le constater, je pense que dès qu'on a commencé nos actions, il y a eu un autre visage du terrorisme que les Burkinabés ont découvert. Voilà, donc ça nous a interpellé beaucoup, que ce n'est pas juste du terrorisme. Je pense que l'objectif de ces gens est encore plus grand que ça. La dernière fois, je parlais de guerre de 4e génération. Voilà, ils ont manipulé beaucoup de gens pour les mettre contre leurs frères. Aujourd'hui, vous regardez tant chez les terroristes que chez nous, ce sont des jeunes qui meurent. Et donc, il faut freiner ça, il faut arrêter ça vite. Et pour le faire, il fallait s'armer de courage, se former, recruter, parce que l'effectif, l'équipement, rien n'était à la hauteur pour pouvoir faire face. Et je me souviens que les terroristes avaient dit que le 31 décembre 2022, ils allaient fêter la fin d'année à Ouagadougou. Et après, quand on fait l'analyse, on se rend compte qu'ils pourraient le faire. Qu'est-ce qui allait les arrêter? Je ne vois pas. Avec leur nombre qu'ils avaient, les cellules dormantes et tout, s'ils s'activaient un jour 20 décembre comme ça, ils pourraient fêter à Ouagadougou, rien ne pourrait les arrêter. À moins qu'on fasse appel encore à ces mêmes puissances qui les ont créées
pour venir s'interposer et nous mettre encore dans l'esclavage. Donc, quand on a pris nos responsabilités, vous avez très vite vu qu'on a commencé à recruter, tant sur le volet militaire et aussi au niveau des VDP, pour essayer de contenir la menace. Aujourd'hui, l'armée est beaucoup plus équipée qu'elle ne l'a jamais été, mais nous disons encore ça, ce n'est rien. L'équipement va venir 10 fois, beaucoup de fois plus performant que ce que nous avons. Nous allons continuer à recruter pour avoir une armée forte, parce que l'indépendance, la souveraineté, tant que vous n'avez pas une armée forte, vous ne pouvez pas vous assumer. Donc ça va continuer dans ce sens et nous continuerons de faire face à la menace ainsi. Concernant toujours la lutte contre le terrorisme, certains Burkinabés font le lien entre réconciliation nationale et lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous comprenez leur logique, Monsieur le Président? C'est une phrase qui a emballé beaucoup de gens, mais il faut que les gens arrêtent de s'emballer avec ça. Réconciliation nationale, qui est en conflit avec qui? Il faut se poser la question. Nous sommes en conflit avec des bandits armés qui tuent sans distinction. Nous ne voulons pas nous réconcilier avec eux. Si c'est ça que les gens appellent réconciliation, nous ne voulons pas cette réconciliation-là. Soit ils arrêtent, ils déposent leurs armes, ils reviennent à la République, mais nous ne pouvons pas laisser des gens en train de nous tuer et nous asseoir parler de réconciliation. Non, nous allons combattre. Nous allons combattre jusqu'à ce qu'ils soulèvent eux-mêmes le drapeau blanc et venir. Et on verra. Donc, ce sont des termes que souvent certains emploient sans même savoir de quoi il s'agit. Nous recevons des correspondances dans ce sens aussi. Des gens qui nous écrivent pour, soi-disant, nous donner des stratégies dans le sens de la cohésion sociale et tout, et réconciliation nationale. Mais quand vous lisez au fond, écoutez, on ne peut pas réconcilier les gens de cette façon. Il y a des gens qui ont détruit ce pays. S'ils ont des problèmes en justice ou des problèmes avec la société, mais il faut résoudre ce problème. Il faut que les personnes reconnaissent, peut-être payent ce qu'ils ont fait, voilà, ou ce qu'ils ont pillé et tout. Avant qu'on parle de réconciliation, il ne s'agit pas de balayer tout ça du revers de la main et dire au nom de la réconciliation, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Ça, c'est de l'impunité. Nous retrouvons Hervé Kaboré pour d'autres séries de questions sur la sécurité et la défense. Hervé Kaboré. Oui, Chantal Nikiema. Clément Guigemde nous appelle de Bobo Dioulasso. Je voudrais savoir si le président pouvait rassurer que les 30% restants seront reconquis en 2025. Clément Guigemde aussi salue les initiatives présidentielles qui vont faire du pays un État émergent. Et il se demande que répondez-vous à ceux qui pensent que vous devriez uniquement faire la guerre. Et puis il y a Julien qui nous appelle de Gawa dans le sud-ouest et dit « Les forêts étant le nid des groupes armés terroristes, le gouvernement a-t-il prévu un plan d'équipement et de déploiement des eaux et forêts pour libérer et consolider ces forêts ?» Il y a Diallo Aruna qui nous appelle de PA. Il demande « Est-ce qu'il est envisagé l'ouverture de commissariats dans les communes qui n'en disposent pas? » Merci. Merci Hervé pour cette série de questions. Nous allons commencer par la question de Clément Guigemde sur la reconquête du territoire national. 70%, quand les 30% restants, la reconquête des 30% restants. Le souhait est que si demain on peut reconquérir les 30%, on le fait. Je disais à certains que le matériel que j'ai remis dernièrement aux forces, personne ne le voit sur le terrain d'abord. Donc les gens s'entraînent très bien. Actuellement, ils sont prêts. Donc dans quelques jours, la lutte va reprendre de plus belle. Et nous espérons aller très vite, reconquérir le maximum, reverdir autant que possible. Quand on dit reverdir dans notre jargon, ça veut dire avoir des espaces où les gens pourront faire leur tourisme, faire tout ce qu'ils veulent en toute liberté. Vraiment free, comme on le dit, sans crainte. Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de développer et ça se fait en tandem défense et sécurité parce que autant que les forces qui sont en première ligne évoluent, il faut qu'à l'arrière on réorganise les forces de sécurité pour pouvoir assurer donc la pleine quiétude des populations. Donc nous poursuivons. 2025 est décisif et nous allons aller dans ce sens pour que nous puissions reconquérir les 30% restants. Yul Yen de Gawa dit « Les forêts étant le nid des groupes armés terroristes, le gouvernement a-t-il prévu un plan d'équipement et de déploiement des eaux et forêts pour libérer et consolider ces forêts, Monsieur le Président ?» Nous sommes là-dessus parce que les eaux et forêts, il faut le dire,
quand nous sommes arrivés, nous avons essayé d'évaluer la situation. C'était malheureusement un constat amer. Ils étaient là, dans leur poste. Comme je le disais, on pouvait trouver 10 agents des eaux et forêts dans un poste avec une seule arme. Donc, si vous faites des années sans toucher à une arme, c'est un peu compliqué de dire aujourd'hui qu'on peut les injecter directement dans les forêts. Les forêts sont les champs de bataille donc des militaires actuellement. Ce sont les militaires qui fouillent les forêts. Ce sera eux qui vont libérer les forêts avant d'installer les eaux et forêts pour la consolidation. Et nous continuons le recyclage des eaux et forêts. Si vous remarquez, il y a certaines unités qu'on a pris un peu, que nous essayons de recycler et les mettre à niveau, pour que lorsque les militaires vont finir certaines portions, eux maintenant ils s'installent et ça a commencé. Il y a certaines forêts depuis l'intérieur qui ont été libérées par les militaires et les eaux et forêts qui ont été recyclées se sont réinstallées. Donc nous les avons rééquipés et au fur et à mesure nous continuons donc de faire monter leur puissance de feu pour qu'ils puissent contenir après le passage donc des militaires. D'accord. Nous allons revenir sur le deuxième volet de questions de Clément Guigemde qui demande que répondez-vous à ceux qui pensent que vous devriez vous consacrer uniquement à la guerre? On ne peut pas faire la guerre aujourd'hui sans développer. Si vous le faites, c'est que vous faites une erreur. Et je le dis, si on se met uniquement guerre, on va tuer tous les jeunes du Burkina. S'ils n'ont rien à faire, ils vont se faire enrôler, soit par ces individus qui viennent de l'extérieur là pour les vendre les fausses illusions, ou bien certains vont se mettre au braquage et tout. Aujourd'hui, dans certaines zones, les braqueurs sont presque confondus aux terroristes. Parce que si vous sortez sur une route et que vous commencez à arrêter des cars, vous tombez sur une patrouille, ils vont combattre. Ils vont vous combattre comme un terroriste. Mais si les jeunes n'ont pas à travailler, ils vont se retrouver à faire quoi? L'oisiveté, on dit, c'est mère de tous les vices. Donc on ne peut pas faire la guerre sans développer. Il faut créer de l'emploi, il faut occuper la jeunesse pour que certains qui avaient l'intention d'aller vers donc, des itinéraires pas commodes, qu'ils puissent rester, se concentrer et travailler. Donc ces gens qui disent qu'il faut juste la sécurité, je pense que soit ils ne sont pas de bonne foi ou bien ils ne comprennent pas exactement ce que c'est que cette guerre. Voilà. Pourquoi les pays développés, il n'y a pas ce genre de guerre là-bas? C'est dans nos pays, soi-disant pauvres, appauvris. Donc, il faut que nous reprenions en compte nos richesses et donner du travail à la jeunesse. Et je pense que ça accompagne la sécurité. Toujours dans le domaine de la sécurité, Aruna Diallo de PA voudrait savoir, est-ce qu'il est envisagé l'ouverture de commissariats de police dans les communes qui n'en disposent pas? Si vous avez encore suivi, il y a eu un des conseils des ministres justement où on a remodifié l'architecture de la sécurité. Donc avec la gendarmerie qui va s'occuper de certaines communes rurales et la police qui va se recentrer sur certaines communes urbaines. Donc ce redécoupage a été fait et nous avons donné un délai à ces deux forces pour se réorganiser et s'adapter. Et je pense que ça a commencé déjà dans plusieurs zones. Et les policiers ont commencé à reprendre leur position et les gendarmes aussi vont aller vers ces positions. On a fait le répertoire, il y avait beaucoup de communes où il n'y a pas de commissariat ni de gendarmerie. Et on se retrouve dans certaines communes et certaines villes où les postes sont doublés. Police et gendarmerie sont là ensemble, ils se piétinent et ils n'arrivent pas à faire le travail qu'il faut. Donc c'est partant de ce constat que nous avons décidé de prendre un texte pour situer donc la zone de responsabilité géographique de tout un chacun, pour que toutes les communes aient la présence d'une force de sécurité. Donc ça va arriver et le décret là, il y a un délai de mise en œuvre que personne ne doit dépasser et nous suivons ça de très près. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Nous restons toujours dans le volet défense et sécurité. Hervé Kaboré nous a rejoint pour une autre série de questions. Hervé Kaboré, à vous la parole. Merci. Mariam Traoré de Orodara nous demande, malgré certains progrès, la situation sécuritaire reste difficile dans certaines régions. Quels sont les principaux obstacles pour la sécurisation du pays? Éloi Soma de Nyangologo demande, que prévoit le gouvernement pour les VDP engagés dont l'âge est avancé et qui ne peuvent pas être recrutés comme certains? Sawadgo Bourema, une personne déplacée interne de Madjouari, demande, des ressortissants
de la région de l'Est utilisent des numéros du Bénin pour les appels au Burkina. Leur comportement semble suspect. Pourquoi ils ne sont pas interpellés? Et puis Sanou Boubacar des Hauts-Bassins, à Bobo de Lasso, dit la dénonciation des accords avec la France a marqué un tournant décisif dans la politique étrangère du Burkina. Quel impact cette décision a eu sur notre sécurité et nos alliances internationales? Merci. Merci Hervé Kaboré pour cette série de questions. Monsieur le Président, on commence par la question de Madame Traoré, Mariam Traoré, voilà, sur la sécurisation du pays. Il faut dire que, comme on l'a dit, tout de suite je parlais du terme rendre des espaces complètement verts. Et on peut avoir reconquis des territoires, installer les forces, mais l'ennemi peut toujours faire souvent des incursions. Parce que c'est une guérilla, ça peut arriver. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons préparé une certaine logistique pour lancer dès les prochains jours la phase qui doit reverdir totalement certaines zones. Et cette phase, nous ne pouvons pas la détailler ici. Ça sera de grands travaux, certainement. Les zones que nous avons reconquises et qui connaissent des incursions, c'est juste une question de temps. Nous allons reverdir ces zones-là pour que les gens ne puissent plus faire d'incursions. Et tout ça qui nous a amené aussi à réarticuler donc les forces de sécurité pour que lorsque nous allons mettre tous ces dispositifs en place, chacun s'installe dans la zone où il doit être. Et lorsque eux ils sont là, le renseignement et avec les VDP qui sont sur place doit permettre d'empêcher toute incursion. Donc c'est un processus et je pense que tout est fin prêt pour que certaines zones soient complètement vertes au fur et à mesure. Les VDP participent à la reconquête du territoire. Et Loa Soma de Niangologo voudrait savoir quel est le sort réservé à ces VDP engagés dont l'âge est avancé et qui ne peut pas être recruté comme certains dans la fonction publique et autres. Oui, nous avons notre plan pour leur reconversion. C'est comme les militaires aussi qui arrivent donc à la retraite. Et si vous remarquez, avec l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire, nous avons lancé un programme déjà dans l'armée, il y a des reportages là-dessus, pour apprendre à certains militaires qui ont un certain âge à se reconvertir petit à petit à l'agriculture, à l'élevage ou à certains métiers de leur choix. Voilà, parce qu'il y a aussi des gens qui font des spécialités, par exemple des gens qui ont fait le génie, et ils peuvent être dans d'autres entreprises pour exprimer toujours leur potentialité là-bas. Donc ça sera la même chose pour les VDP. Déjà, quand je suis passé une fois à Bagré, j'ai échangé avec des VDP là-bas où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui ne pouvaient pas être recrutées et qui avaient déjà demandé à avoir des terres au bord de certains points d'eau pour l'agriculture. Donc nous avons instruit donc la BVDP pour mettre tout en œuvre pour que ces gens-là puissent s'installer et produire. Donc nous encourageons donc les VDP à ça aussi, ce qui a mené dans certains points, si vous remarquez, ils font la guerre et ils produisent en même temps. C'est en même temps une formation et nous voudrons, lorsqu'on veut les désengager, qu'on puisse les accompagner à s'installer dans leur domaine de prédilection pour continuer donc leur effort de contribution donc, au développement du Burkina Faso. Sawadogo Bourema de Madjouari, dans l'est du Burkina, voilà, il nous informe que des ressortissants de la région de l'Est utilisent des numéros du Bénin pour les appels au Burkina. Leur comportement est suspect. Pourquoi ne sont-ils pas interpellés? Merci à l'auditeur. En fait, la complicité aussi est très grande, comme il a dit. Et ça rend déjà très difficile le combat, mais nous prenons la complicité en compte comme une difficulté et nous arrivons à la surmonter. La zone de Madjouari, comme il a dit, beaucoup de zones, certaines zones à l'est ne sont pas accessibles. Ça fait partie des 30% donc, du territoire que nous devons reconquérir. Ce sont des zones de forêt et ce sont des zones assez difficiles en termes de combat. Mais des individus qui prennent des numéros étrangers, qui appellent et tout, c'est sûr que peut-être ils ont d'autres intentions ou bien ils sont déjà mêlés à d'autres choses, mais nous attendons d'arriver sur le terrain et reconquérir et voir ce qui doit être réservé à ces gens-là.
C'est ce que je peux dire, mais pour l'instant, on ne peut que faire des spéculations, si je peux dire, sur la question, puisqu'on ne sait pas pourquoi ils appellent, ainsi de suite. Mais nous savons très bien que beaucoup de gens ont été interpellés dans la région de l'Est pour complicité avec les terroristes. Ils les ravitaillent. En tout cas, ils se donnent corps et âme à prendre des pistes pour aller ravitailler les terroristes. Beaucoup ont été interpellés. Nous continuons aussi des opérations dans ce sens-là. Donc, ils n'ont pas à s'inquiéter. Je pense que Madjoari, on va y arriver. D'accord. Nous partons dans les hauts bassins avec M. Sanou Boubacar, qui parle de la dénonciation des accords avec la France qui a marqué un tournant dans la politique étrangère du Burkina. Quel impact cette décision a-t-elle sur notre sécurité et nos alliances internationales? Bon, je disais tantôt que nous, notre action est intrinsèquement liée à beaucoup de personnes à l'étranger. Donc la dénonciation de ces accords, c'est une chose, mais ce n'est pas que ça. Il y a d'autres choses qui ne sont pas visibles, que les gens n'ont pas perçues. Il y avait d'autres forces, en plus des forces françaises ici, par exemple, qu'on a fait partir. Ils sont partis dans le silence, sans faire vraiment du bruit, mais les gens ne se sont pas rendus compte. Mais ils ne sont pas partis parce qu'ils le veulent, parce qu'ils sont contents, mais ils continuent d'agir contre nous. Je prends par exemple, on parle des accords avec la France. Il y avait des permis miniers ici qui avaient été donnés à des puissances aussi qui refusent carrément même de nous accompagner et tout. Au jour d'aujourd'hui, il y a un bon nombre de permis que moi j'ai déjà retirés et on va continuer de retirer. Vous pensez que quoi? Ça va influencer forcément sur nous parce qu'ils ne sont pas contents. Forcément sur le volet sécuritaire, il faut qu'on s'apprête. Voilà pourquoi au tout début, par exemple, nous n'avons pas parlé des permis. Nous attendons d'être à un certain niveau aussi avant de... C'est par étapes. Et je pense qu'il y a forcément un lien, mais nous avons pris en compte cette donnée-là. Hervé Kaboré nous a rejoint pour ce dernier volet des questions. Oui, Chantal Nikiema, Excellence, Monsieur le Président. Amah Diallo revient en tout cas sur la sécurité et la défense. Il est à Dori, dans le Sahel. Et vous avez entrepris la réorganisation de l'armée avec des nouvelles unités et stratégies. Quel est le résultat sur le terrain? Maïmouna Ouedraogo nous appelle de Bitou, dans le centre-est. Elle dit la situation humanitaire est également préoccupante. Et quelles stratégies sont en cours pour assurer la protection et le retour des déplacés dans leur localité d'origine? Ouedraogo Moumouni est déplacé à Manektaba, à Tikari. Il demande qu'est-ce qui est fait, justement comme Madame Ouedraogo de Bitou, qu'est-ce qui est fait pour accélérer le retour des déplacés dans leur village d'origine. Il appelle à augmenter le nombre de recrues au niveau des FDS pour libérer les zones encore sous emprise terroriste. Merci. Merci à vous, Hervé Kaboré. Monsieur le Président, la question du retour des déplacés internes est évoquée. Oui. Qu'est-ce qui est fait pour leur retour dans leur localité d'origine? Merci bien. Beaucoup de gens déjà ont déjà rejoint, mais il y a aussi des localités, même si on met pied, souvent on dit aux gens de ne pas venir d'abord, d'attendre, parce que chaque localité n'a pas la même vision, ça n'est pas vu sous le même angle par les terroristes. Comme certains aiment le dire, il y a certaines localités qui sont stratégiques géographiquement dans cette guerre. Donc il y a des zones où peut-être les forces ont reconquis il y a peut-être quelques mois, mais ils n'ont pas permis à ce que les populations reviennent. Il y a un travail qu'ils font. Après, ils reviennent vers l'arrière et disent aux populations de les suivre pour les installer maintenant. Donc, ceux qui se sont déjà installés ont pu passer donc, la saison sans problème, plus ou moins en sécurité. Il y a des zones qu'on va réinstaller à la sortie de la saison. Et on sait que c'est suivi donc de situations humanitaires forcément s'ils n'ont pas pu cultiver. Mais des mesures sont prises pour pouvoir les accompagner jusqu'à la saison prochaine. Et pourquoi pas, si on peut faire certaines choses avant la saison, notamment des fourrages et autres, pour les permettre d'avoir de l'activité, tout est pris en compte. Et je pense que le ministère de l'Action humanitaire fait le point permanemment chaque semaine qu'elle m'envoie sur ceux qui se sont retournés, quelle prise en charge, ceux qui doivent se retourner, qu'est-ce qui est prévu pour leur prise en charge. Il y a des moments où je peux intervenir et réajuster certaines choses en fonction des différentes zones. Et je vois qu'il y a une dame qui a parlé de Bitou. Bitou, par exemple, bon, les gens sont là. Je ne sais pas s'il y a un déplacé de Bitou qui est ailleurs, mais
Il y a certains villages peut-être dans le centre-est qui restent à être installés, mais il y a un travail qu'il faut faire autour de certaines forêts avant de les permettre de s'installer. Certes, les forces sont là, les VDP sont là, mais on les a dit de ne pas s'installer pour l'instant parce qu'on n'a pas terminé le travail. D'accord. Vous l'avez déjà souligné, le nombre de recrues. Moumouni Ouedraogo, c'est un PDI. Lui vous appelle encore à augmenter le nombre de recrues de FDS pour libérer les zones encore sous emprise terroriste. Oui, nous sommes en train de recruter. Sur les 2 années, je pense qu'on est à plus de 30 000 personnes recrutées presque dans l'armée seulement. Et les autres forces aussi ont recruté. Nous avons doublé, sinon même plus, la masse de forces donc, au niveau de l'armée des terres pour pouvoir faire face. Mais nous partons aussi à un rythme un peu lent parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut autour du recrutement. Si vous remarquez, nous avons recruté en temps 5 000, après on est passé à 10 000, aujourd'hui nous sommes à presque 15 000, parce que la formation, il ne faut pas la bâcler. Et c'est l'occasion donc de remercier donc, certains pays, donc, notamment les pays de l'AES, qui nous ont donné un coup de main au départ. Le Niger, nous avons envoyé des troupes au Niger formées pour revenir s'installer. Nous avons envoyé des troupes au Mali formées. Nous en avons envoyé donc au Togo. Aujourd'hui, depuis que nous avons pris notre destin en main, comme on le dit, la plupart des pays européens qui offraient des formations au Burkina ont systématiquement fermé. Et certains pays, malheureusement, donc, qui sont nos voisins, ont automatiquement aussi fermé les rapports militaires avec nous, ont cherché nos stagiaires qui étaient chez eux. On a répondu à la réciproque aussi. Mais nous avons compris que nous pouvons nous former nous-mêmes, on n'a pas besoin forcément d'eux. Parce que la formation, c'est une question d'expérience dans la guerre et on réadapte en prenant en compte certains paramètres pour les nouvelles recrues. Donc nous partons à un rythme voilà, qui peut paraître là à leurs yeux, il faut recruter beaucoup, mais nous voulons aussi bien les former, bien les équiper pour qu'ils puissent être efficaces sur le terrain parce que la menace grandit. D'accord. Justement, la réorganisation de l'armée revient. C'est une question de Ama Diallo de Dori. Et il demande quel résultat sur le terrain avec cette stratégie. Ah mais si on n'avait pas réorganisé et créé des unités organiques, on ne pourrait pas tenir, c'est pas possible. Parce que comme ils l'ont dit, dès qu'on a pris notre virage, vous avez vu que l'intensité des combats est montée d'un cran. Et il fallait s'adapter automatiquement. Et chez nous, dans l'armée, quand on dit une unité, ce sont des gens qui vivent ensemble, qui se connaissent et qui combattent ensemble. Et quand il y a des situations, ils sont prêts à tous mourir ensemble, mais ils ne peuvent pas avoir certains comportements. Depuis longtemps, nous ne combattons pas en unité. Voilà, nous on aime dire dans notre jargon, c'est des cotisations. Chaque corps envoie quelques soldats, on les rassemble, on part les déposer quelque part. Ce n'est toujours pas fini. Il y a certaines positions toujours qui sont dans cette configuration. Et c'est difficile de combattre comme ça. Vous partez, vous retrouvez sur le terrain, vous ne vous connaissez pas bien. Vous n'êtes pas habitué, vous ne connaissez même pas son nom. On vous attaque. Vous n'avez pas confiance en lui. Comme une équipe de football. Ouais. Si on se met à rassembler des gens qui ne se sont jamais vus, qui ne se connaissent pas, bon, c'est très difficile. Et tous nos détachements étaient comme ça, nos unités c'était comme ça. Et donc nous avons rapidement compris ça, qu'il faut changer, parce que nous-mêmes nous avons fait ça. Moi j'ai été sur le terrain avec des hommes que je ne connais pas. Et je vous dis que vous êtes bleu, vous sortez, vous arrivez, vous ne savez pas quoi faire. Voilà, vous ne savez pas qui est qui, souvent même, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, nous avons des unités organiques qui ont permis de contenir la situation. Nous avons créé beaucoup de birs et au niveau de la police, nous avons réorganisé en Goumi. Ils en ont plus d'une dizaine qui ont pu contenir la situation dans certaines zones. Au niveau de la gendarmerie, c'est les esseries qu'ils ont créées, il y en a 3 je pense, qui aussi assurent la sécurité sur certains axes stratégiques. Donc nous allons continuer à créer des unités organiques. L'armée de terre actuellement est en train de se réorganiser pour mettre fin dans un délai donné à ces détachements où il y a des cotisations. Donc pour avoir des unités organiques. Et nous allons continuer dans ce sens-là. Là, nous aurons une armée bien structurée, bien organisée et des unités dignes de ce nom. Monsieur le Président, comment se fait aujourd'hui la coordination de la lutte contre le terrorisme au sein de l'espace AES au regard des attaques qui se multiplient
dans l'espace AES? Oui, la coordination se passe très bien. Et comme vous l'avez dit, les attaques qui se multiplient, l'AES est une cible. Voilà, c'est voir des Africains s'unir, c'est pas bon pour d'autres personnes. Donc, il faut tout faire pour casser cette alliance. On comprend, mais nous sommes là pour ça. Et voilà pourquoi très tôt, nous avons commencé donc à mettre en place immédiatement dans chaque pays des officiers de liaison. Voilà, donc il y a des Burkinabés au Mali et au Niger qui participent donc au centre des opérations. Il y a des Maliens, des Nigériens au Burkina, ainsi de suite. Donc dans chaque pays, il y a des équipes d'officiers qui ont été dépêchés pour faire office de liaison, pour coordonner au niveau des centres des opérations tout ce qui se fait en interarmes. Je vous ai parlé tantôt de la formation. On a fait beaucoup de formations ensemble. Et si vous vous souvenez, dès le départ, il y a des gens qui ont signalé entre-temps des forces spéciales guinéennes qui étaient ici. Ils sont venus nous aider à former. Et dans l'AES, on a eu beaucoup de formations ensemble. Vous avez dû voir des rumeurs qui ont circulé des forces burkinabées à l'aéroport de Niamey, ainsi de suite. On a fait de l'entraînement ensemble, mais on fait aussi du combat ensemble. Chaque semaine que Dieu fait, vous allez trouver des unités burkinabées et nigériennes ensemble en train de manœuvrer. Donc la coordination, on peut dire actuellement, est plus que parfaite, que ce soit dans les moyens terrestres ou donc au niveau des vecteurs aériens. Nous arrivons à très bien coordonner, à nous appuyer mutuellement tant qu'on peut. Donc actuellement, c'est la force sahélienne qui est en gestation, ce que vous appelez force conjointe. Donc il y aura l'état-major unique qui sera donc mis en place avec une très grande force pour pouvoir agir dans tout l'espace. Et c'est quelque chose qui peut prendre peut-être quelques mois, mais nous sommes là-dessus. Nous retrouvons une fois de plus Hervé Kaboré pour d'autres sujets d'intérêt pour la nation. Hervé Kaboré. Merci Chantal Nikema. Excellence, Monsieur le Président. Jean Parc Belga, étudiant à Bobo Dioulasso, souhaite qu'on relève l'âge de recrutement dans l'armée pour permettre à beaucoup de personnes de participer à la lutte contre le terrorisme. Et Issa Yamouego, également à Bobo Dioulasso, dit la mobilisation des ressources pour l'effort de paix est insuffisante au regard des défis sécuritaires. Comment combler le gap? Et Idrissa Sawadgo appelle de Ouagadougou et demande pourquoi l'ancien président Damiba n'est toujours pas extradé au Burkina. Merci. Merci Hervé Kaboré. On va commencer par la dernière question. Pourquoi le président Damiba n'est toujours pas extradé au Burkina Faso? D'accord, donc sur cette question, je pense qu'il y a eu depuis un temps donné ces implications avérées dans ces projets de déstabilisation et tout. Mais le dernier projet où quand même c'était en lien avec des terroristes, nous avons donc repris les discussions avec les autorités togolaises. Aujourd'hui même peut-être qu'on devrait se voir, mais avec l'échange que je devais avoir avec mon peuple, j'ai décidé de surseoir à cette réunion. Nous sommes là-dessus parce que, en toute honnêteté, nous n'avons pas voulu, aux premières heures, nous comporter de manière désagréable avec un ancien président. Quoi qu'on dise, c'est un ancien président. Donc j'avais des autorités togolaises, il peut rester là-bas, aucun problème. Et nous communiquons très bien de tout ce qui se passe avec les autorités togolaises. Et vraiment, il n'y a pas de souci sur ce volet. Dès qu'il y avait certaines visites, ils nous disaient s'ils veulent mener certaines actions, ils nous avertissaient en fait. Et actuellement, je pense qu'eux aussi doivent être choqués et surpris de découvrir ce qu'il y a. Nous sommes parlé déjà au téléphone, mais on ne peut pas parler au téléphone de sujets assez sensibles. Nous devons nous voir physiquement pour parler d'un certain nombre de sujets. Et une fois qu'on le fera, donc, vous serez donc situés sur cette question. Donc vous rassurez l'opinion publique et très prochainement, il sera extradé au Burkina? Je ne rassure pas, j'espère. D'accord. Voilà. Si je dis je rassure, j'aurais peut-être menti si ce n'est pas fait. Je préfère vous dire que j'espère. D'accord. On va répondre à la question de M. Parc Belga Jean, qui souhaite qu'on relève l'âge de recrutement des FDS pour permettre à beaucoup de personnes de participer à la lutte contre le terrorisme. Je pense qu'on a déjà relevé. Hein? Si on doit relever trop, ils n'auront pas trop de temps d'activité. Là,
L'année passée, quand nous sommes passés à Fada, à l'université, des étudiants avaient exprimé justement ça. On venait de lancer le concours de la gendarmerie, je pense. Immédiatement, j'ai instruit de relever, de reprendre le communiqué et relever donc l'âge de 2 ans, je pense. Ça a été fait. Et actuellement, cette année, nous sommes allés jusqu'à 35 ans, 34 ou 35 ans pour les soldats. L'académie aussi, on avait lancé avec un âge un peu restreint, mais ils ont refait le communiqué et rehaussé le niveau. Voilà, l'âge encore. Donc, je pense que là où nous sommes, au niveau où nous sommes, c'est pas mal quand même. Si on rehausse trop, on va recruter des personnes qui ne seront pas forcément aptes physiquement à suivre le rythme de la formation. Ça peut quand même poser un problème de vieillissement dans l'armée dans quelques années. Donc, il faut qu'on calcule tout ça avant d'agir. Mais nous allons étudier. Monsieur Yambego Issa de Bobo Dioulasso dit ceci: la mobilisation des ressources pour l'effort de paix est insuffisante au regard des défis sécuritaires. Comment combler ce gap? Le défi sécuritaire est énorme. La mobilisation, on peut dire insuffisante, mais déjà ça permet de faire certaines choses. Il y a certains partenaires qui ont accepté de nous accompagner aussi, il faut le dire, dans l'acquisition d'équipements. Mais on verra, nous sommes sur certaines questions, mais nous espérons réunir un certain nombre d'arguments pour le porter au peuple, et ce sera au peuple de décider si on peut faire autre chose pour mobiliser ou pas. Parce qu'aujourd'hui, depuis que nous sommes là, vous n'allez jamais aller quelque part pour vouloir même ne serait-ce qu'un franc de prêt pour vous équiper et que vous allez avoir. Donc nous avons compris ça, nous avons effacé la question de crédit, de prêt dans nos questions d'équipement militaire. Et donc c'est le peuple qui contribue et nous essayons de faire ce que nous pouvons faire avec. Mais d'ici là, nous attendons certains équipements. Lorsqu'on va lancer la bataille, s'il y a nécessité d'accroître le rythme de la mobilisation, nous porterons les arguments donc à la connaissance du peuple et le peuple décidera de ce qui va se faire. Hervé Kabouré nous a rejoint pour des questions des auditeurs. Nous vous écoutons. Oui, Excellence, Monsieur le Président, Kadi Yaro de Poura demande si la mine d'or de Poura est dans l'agenda du gouvernement. Clément Guigemde de Bobo Dioulasso revient, demande à quand la remise à plat des salaires afin que chaque Burkinabé puisse vivre dignement. C'est aussi la question de Kassoum Dambré à Boromo. Il demande aussi quelles sont les mesures prises pour rendre la libre circulation dans l'espace AES sans raquette. Et Mathieu Bationo de Tenado dans le Sanguier demande pourquoi ne pas mettre en place dans chaque village une banque de céréales alimentée par les producteurs quand on sait que la Sonagest a montré ses limites. Moumouni Sawadgo nous appelle de Lumbila et demande quelle est la suite à réserver au projet de désenclavement du lac Bam. Et Elifas Thiolé de Gawa dans le sud-ouest demande à quand la monnaie AES. Merci Hervé Kabouré pour cette série de questions. Monsieur le Président, on répond à la première question de Kadi Yaro qui nous a appelé de Poura. Il demande si la mine d'or de Poura est inscrite dans votre agenda. Merci. Il faut dire que toutes les mines d'or sont inscrites actuellement dans notre agenda parce que pour l'or, quand même, nous savons l'exploiter. Et c'est ce que je disais, je ne comprends pas pourquoi on sait exploiter l'or et qu'on doit donc laisser des multinationales venir exploiter notre or. Donc c'est dans ce sens que j'ai dit qu'il y a des permis qu'on est en train de retirer et qu'on va le faire nous-mêmes. Donc la mine d'or de Poura fait partie de ces mines que nous comptons exploiter. L'APEC, si vous voyez, l'APEC a commencé dans la zone du sud-ouest avec sa première mine. Nous allons continuer aussi, autant qu'ils vont monter en puissance, à leur donner des permis pour qu'ils exploitent eux-mêmes. Et l'autre société, la Sopamib est actuellement aussi opérationnelle. C'est à travers la Sopamib que nous avons donc payé les 2 mines Bongo et Wayon. D'autres mines seront donc dans le patrimoine de la Sopamib pour leur permettre aussi d'exploiter ces mines industrielles-là. Donc Poura fait bien partie. D'accord. Clément Guigemde revient. À quand la remise à plat des salaires afin que chaque Burkinabé puisse vivre dignement? C'est aussi la question de Kassoum Dambré à Boromo. Les inégalités sociales. Ouais. Beaucoup de gens donc réclament ça et je pense que c'est une question qu'on va devoir attaquer tôt ou tard. Quoi qu'on dise, il y aura des grincements des dents comme on le dit,
mais on est obligé de s'attaquer à ça à un moment donné pour que chacun puisse vivre dignement, comme ils le disent. Mais avant ça, nous avons voulu d'abord nous mettre un certain nombre de lignes, étudier et voir qu'est-ce qui peut être fait en général. Parce que, comme je dis, il faut comprendre ses forces d'abord, son potentiel. C'est ce que nous sommes en train de faire dans le secteur minier aujourd'hui. Et nous nous rendons compte que si on reprend possession de nos mines et que nous arrivons à baisser la température donc de cette guerre, peut-être qu'on n'aura pas besoin de remettre à plat, comme on le dit, diminuer des salaires. Nous allons voir comment peut-être remettre à niveau certains salaires. Mais pour l'instant, nous continuons d'observer la situation et nous espérons au cours de l'année 2025 faire une évaluation de nos dépenses militaires. Est-ce qu'il faut continuer à accroître les dépenses militaires en 2026 ou pas? Et aussi les mines qu'on va exploiter au cours de l'année 2025, qu'est-ce que ça nous a rapporté? Est-ce qu'avec ça, ça permet donc de rehausser le niveau des salaires de certains et équilibrer un peu? Parce que c'est vraiment disparate. Il y en a qui sont dans des salaires, je dirais, incommensurables par rapport à d'autres qui traînent vraiment les pas. Et nous comptons équilibrer la balance. Donc, ils peuvent se rassurer. Nous ne voulons pas faire forcément baisser le salaire de certains, mais nous allons voir en fonction de nos potentialités qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre tout le monde au même niveau. La question de l'AES revient. Quelles sont les mesures prises pour rendre la libre circulation dans l'AES sans raquette? Également, à quand la monnaie AES? Très bien, je pense que cette question de raquette est à l'ordre du jour. Des instructions fermes ont été données déjà au ministre de la Sécurité pour déjà commencer à sévir contre cette question de raquette. Il y a des dossiers qui sont actuellement en justice même sur certaines personnes. Les raquettes, ce ne sont pas de bons comportements. Surtout, malheureusement, ce sont des forces de sécurité qui le font. Ce n'est vraiment pas de bons comportements lorsque nous voulons aller dans l'Union, dans la Confédération. Et cette semaine, je pense que les experts des identifications de la sécurité sont réunis à Bamako. L'objectif, c'est d'harmoniser un certain nombre de documents de voyage, mais aussi d'identité. Et donc, il y aura une carte d'identité AES qui doit voir le jour. Et avec ça, ou le passeport AES, nous devrons pouvoir circuler librement sans raquette. Et nous mettrons aussi dans chaque pays un certain nombre de dispositions qui permettent aux usagers de rendre compte ou en tout cas de dénoncer les cas de raquette. Déjà au Burkina Faso, nous avons pris beaucoup de mesures. Et actuellement, c'est en cours de mise en œuvre, notamment donc, le centre d'appel qui peut aussi être utilisé, les dénonciations qui peuvent être faites jusqu'à la présidence du Faso. Et nous avons mis en place le CRD qui doit sévir au-dessus de toutes les autres considérations de textes qui peuvent exister. Et le CORAG, comme on le dit actuellement, est instruit aussi d'enquêter sur toute forme de corruption, de raquettes ou de dossiers mal gérés. Ils sont là-dessus dans les jours à venir. Il y a des choses qui vont sortir. Les individus qui seront pris dans des situations comme ça puissent payer. Mathieu Bationo de Tinado suggère pourquoi pas ne pas mettre en place dans chaque village une banque de céréales alimentée par les producteurs? Oui, ça aussi c'est une bonne question et je vois qu'il a même parlé de la SONAGES. La SONAGES avait beaucoup de difficultés. Nous avons changé donc la direction et actuellement j'ai instruit au ministre d'accroître le nombre de magasins SONAGES. Il est là-dessus, d'avoir ses camions à lui pour pouvoir transporter les céréales et les stocker parce que SONAGES fonctionnait sur des locations. On ne peut pas louer des magasins, louer des camions et vouloir être efficace. C'est compliqué. Et c'était un circuit, ça ne permettait pas d'être efficace. Donc voilà pourquoi actuellement ils ont entrepris de construire des entrepôts dans certaines zones et d'acquérir leurs propres camions pour pouvoir rapidement desservir. Il y a aussi l'APEC qui est sur la question, comme ce qu'ils appellent banque de céréales. En fait, ils sont en train de créer, donc ils ont ciblé déjà les premières zones. Je ne sais pas si les marchés sont déjà lancés ou pas. C'est pour justement avoir des centrales d'achat qu'on peut assimiler à des banques de céréales où les paysans vont venir donc vendre leurs céréales et ça pourrait être revendu à partir de là-bas et de façon très contrôlée. Parce qu'aujourd'hui, la spéculation
est tellement forte que quand les gens partent au bord champ, ils imposent aux producteurs le prix qu'ils veulent. Ils sont obligés souvent de céder certaines céréales et ils reviennent augmenter les prix hors de contrôle et le revendent. Donc le producteur même se retrouve finalement sans rien au bout de plusieurs mois de labeur, de dur labeur. Donc nous avons pris ça en compte et l'APEC va aussi se mettre là-dessus pour créer dans plusieurs communes ces centrales d'achat-là et qui doit permettre de soulager beaucoup la population. Toujours dans le volet sécurité alimentaire, Moumouni Sawadgo de Lumbila demande quelle est la suite réservée au projet de désenclavement du lac Bam. Le ministre a été là-bas, je pense qu'il n'y a pas trop longtemps. Le ministre de l'Agriculture, il y a été. Il est venu me faire le point de situation et nous sommes là-dessus. Actuellement, il y a aussi les volets sécuritaires qui étaient aussi un facteur limitant. Je peux vous assurer qu'autour du lac, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Et je pense que ceux qui sont sur le terrain là-bas à Kaya ou autour doivent pouvoir percevoir ces choses-là. On ne va pas tout dévoiler ici, mais nous sommes là-dessus parce qu'il faut réaménager le lac, pouvoir le rendre plus viable et que ça profite à beaucoup de personnes. Donc le projet est en cours. Le ministère, en tout cas, est à pied d'œuvre pour que ça puisse voir rapidement le jour. Merci pour ces éléments de réponse. Nous accueillons une fois de plus Hervé Kaboré pour les questions des auditeurs. Merci Chantal Nikiema, Excellence, Monsieur le Président. Alassane Léné à Lankwe, dans la boucle du monde, demande pourquoi ne prend-on pas en charge tous les cancers à Bogodougou. Et Madame Sarata Dakouré aussi souhaite que vous soyez très regardant sur l'initiative de prise en charge des cancers. Yulien Agawa demande que prévoit le gouvernement pour résoudre le problème sur la RN1 au niveau du pont de Eredougou qui connaît des débordements d'inondations chaque année. Et Damre Kassoum à Borombo demande quelle solution pour réduire le nombre de demandeurs d'emploi dans la fonction publique. Merci. Merci Hervé Kaboré. La première préoccupation d'un auditeur, pourquoi ne prend pas en charge du moins tous les cancers au CHU Bogodougou? D'accord, je vais revenir une fois de plus sur certains paramètres. Nous avons un programme, nous avons des objectifs. Et comme je disais sur le volet de l'éducation, l'objectif est que l'éducation soit gratuite au Burkina Faso. Nous ne pouvons pas dire exactement combien de temps ça va prendre. Comme je dis, on évalue nos potentiels, on essaie de faire certaines choses nous-mêmes et nous espérons pouvoir y arriver. La santé, c'est la même chose. Il y a certains maux que nous essayons donc de prendre en charge déjà. Si vous voyez dernièrement les cliniques mobiles, avant pour des cancers de sein, pour aller faire une mammographie et tout, les femmes déboursaient beaucoup d'argent, ce n'est même pas accessible à tout le monde. Aujourd'hui, on peut rendre grâce à Dieu, dans beaucoup de régions, c'est gratuit. Le centre donc, qui traite les cancers, c'est le seul qui est là actuellement. Le deuxième est en train d'être achevé à Bobo. Donc, la capacité d'accueil déjà ne permet pas à tout le monde de pouvoir venir. Secondo, on évalue. Avant, c'était fermé. Nous sommes venus et on a réouvert le centre, le remettre en état, ça fonctionne. Mais si on dit qu'on peut prendre tous les cancers gratuits, ça serait du mensonge, on ne pourra pas. Pour l'instant, on ne pourra pas. Voilà pourquoi nous avons choisi le cancer des enfants de moins de 15 ans, et donc le cancer donc, des femmes col de l'utérus, le cancer du sein et le cancer de prostate. Mais pour l'instant, on ne peut pas prendre tous les cancers en compte. Si on le dit, les gens vont affluer, le service ne pourra pas être fait. On va encore dire que nous avons pris des mesures et que nous ne pouvons pas faire accompagner. Donc voilà pourquoi nous allons étape par étape, au fur et à mesure. Voilà, beaucoup de choses peuvent être très bien au Burkina Faso. Yulien revient avec une question de sécurité. Que prévoit le gouvernement pour résoudre le problème sur la RN numéro 1 au niveau du pont Eredougou? Et là où ça déborde chaque année, je pense qu'on est très interpellé cette année. L'année passée, ça a eu lieu, on a vu. Cette année, c'est quand même pendant de longues périodes où la route est restée bloquée. Le conseil des ministres passé, j'ai dit au ministre de l'Agriculture à travers l'ONBA, de passer donc, dès que les eaux vont baisser,
et de nous faire une proposition. Nous avons envie de faire un très grand barrage, assez profond, en remontant vers Ouri. Ce sont les instructions que je lui ai données, pour qu'on ait une grosse retenue d'eau là-bas, avec une très grande digue. Et à ce niveau, j'ai dit de voir comment est-ce que, avec la nouvelle digue déjà, la voie même peut être une double voie. Parce que c'est une opportunité naturelle, où l'eau est stockée. On me parlait des possibilités donc, de réticence des populations installées dans la zone. J'ai dit, mais il faut aller communiquer avec eux et les faire comprendre que c'est pour leur propre bien. Si on a 1 milliard de mètres cubes de retenue là-bas, ça ne va profiter qu'aux populations autour. Donc, on est là-dessus, on attend juste que le niveau des eaux baisse et ils vont lancer les études, concertation avec la population et voir comment on peut rapidement, à travers l'ONBA, faire un très grand barrage là-bas. Dambré Kassoum de Boromo demande quelle solution pour réduire le nombre de demandeurs d'emploi dans la fonction publique? Quelle solution? C'est ce que nous sommes en train de faire pour promouvoir d'autres types d'emplois. Lorsque nous encourageons la création des PME, les fonds, nous avons essayé de fusionner tout pour créer donc un fonds unique qui doit permettre de soutenir efficacement. Le FBDS, nous l'avons ravivé pour que les jeunes puissent entreprendre. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, nous sommes en train de miser sur les activités de production, l'agriculture, l'élevage, parce qu'on importe beaucoup. Et on veut que les gens repartent vers la terre et qu'on les accompagne. Aujourd'hui, si vous voyez dans la plupart des zones où il y a des grands barrages, beaucoup de jeunes se sont mis à la pisciculture en cage flottante. J'ai vu les images à Bobo, à Samandeni. C'est carrément une industrie qui s'est mise en marche. Au sud-est, ça a commencé, et dans la zone de Swam, vers Koudougou. Donc, nous voulons ramener les jeunes beaucoup plus à la production, au lieu qu'on importe. Donc, il y a assez d'emplois qu'il faut créer à travers la production agricole. Je pense que c'est quelque chose qui n'était pas valorisé avant, mais nous sommes en train de tout faire pour que les jeunes reviennent à ces fondamentaux-là. Voilà, nous allons recueillir les dernières préoccupations des auditeurs avec vous, Hervé Kaboré. Excellence, Monsieur le Président, Awa Koulibaly de Bekui, dans la boucle du monde, dit plusieurs projets structurants ont été annoncés, notamment Faso Rail, l'Agence nationale de l'énergie nucléaire du Burkina et bien d'autres. Pouvez-vous nous donner les détails sur l'avancement de ces projets? Nikéma Emmanuel de Gogo, dans le centre-sud, demande les vivres coûtent cher. Qu'est-ce qui est fait pour réduire le prix et soulager les populations? Angéline Yago de Léo demande le projet de loi sur le changement de devise a été retiré de l'ALT. Qu'est-ce qui empêche le déroulement du processus? Marc Bago, c'est un étudiant en géographie à Koukouldi. Il demande à quand la fin de la corruption au Burkina? Merci. Merci Hervé pour ces questions. Monsieur le Président, nous recevons de nombreuses questions des auditeurs. Awa Koulibaly de Bekui voudrait avoir les détails des projets tels que Faso Rail. Oui, il y a beaucoup de projets qui sont initiés, il y a beaucoup de projets encore qui restent à venir. Faso Rail, c'est parti d'un constat. Nous voulons faire des rails, parce que les rails qui sont là ne sont pas du tout modernes. Voilà pourquoi vous avez des vieilles locomotives. Ce ne sont pas des rails aux normes internationales actuellement, en réalité. Donc nous voulons avoir des rails aux normes pour avoir des trains modernes. Et ce qui nous a amené à prospecter un peu à travers le monde pour créer des lignes de rails. Mais on s'est rendu compte que le coût est très 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 élevé. Les derniers dossiers que j'ai vus, les kilomètres de rails nous coûtaient entre 17 et 18 millions d'euros. Donc plus de 10 milliards. Vous faites 300 km de rails, vous êtes à plus de 3 000 milliards. Donc nous avons décidé, au lieu de faire ça, s'endetter pour ce genre de construction, nous préférons envoyer l'emploi au Burkina. Donc mettre en place l'usine carrément qui produit les rails et qui pose les rails. Et ce sont des Burkinabés qui vont être employés dedans. Donc c'est ce qui nous amène à les prospecter et c'est en bonne voie. Nous sommes donc en train de, en phase de faire les contrats avec les partenaires qui veulent nous accompagner aussi avec ça pour l'implanter et produire nos rails. Là quand même on pourra desservir beaucoup de zones dans le pays. À quand la fin de la corruption au Burkina Faso? C'est une préoccupation de Marc Bago, étudiant à Koukouldi. La fin de la corruption. Si on dit que la corruption peut finir totalement, ce serait mentir. Mais nous travaillons à diminuer de manière drastique la corruption. Si on n'avait pas déjà atteint un certain niveau,
on ne pourrait pas s'en sortir. Beaucoup de gens ont déjà dit depuis le début qu'on ne peut pas payer les salaires, on ne pourra pas faire ci, on ne pourra pas faire ça. Mais nous sommes là, on paye les salaires, il n'y a pas de ressources supplémentaires, il n'y a rien. Ça veut dire que la gestion a changé et nous allons continuer à serrer, à sévir. Et comme je disais, le CORAC bientôt va sortir des dossiers. Il y a des très gros dossiers de corruption. Et lorsqu'on va se mettre dans ces poursuites-là, je pense que ça va faire baisser un peu la température de la corruption. Angeline Yago de Léo dit ceci: les projets de loi incluant le changement de devise a été retiré de l'ALT. Qu'est-ce qui empêche le déroulement du processus? Retiré? Non, ça n'a pas été retiré. Il y a juste un paramètre que nous avons ajouté. Le conseil passé, je ne sais pas si le rapport a fait cas de ça, mais au journal officiel, ils pourront voir. C'est juste un ajout que nous avons apporté, donc c'est reparti à l'ALT. Immédiatement le soir du conseil passé, je pense qu'ils vont se repencher là-dessus. Sinon, ça n'a pas été retiré, ça se poursuit. D'accord. Chers auditeurs de Radio Burkina, nous avons reçu beaucoup de questions et malgré le rallongement de 30 minutes, toutes les questions n'ont pas pu être posées, mais rassurez-vous, elles seront reversées au président du FASO. Monsieur le Président, avant de conclure, je souhaiterais vous inviter à adresser un mot à l'ensemble de nos auditeurs et aux travailleurs de Radio Burkina à l'approche du 65e anniversaire de cette radio, le 25 octobre prochain, une date symbolique pour ce média de service public, toujours proche des populations et engagé à les informer avec rigueur et professionnalisme. Merci. Pour commencer donc par Radio Burkina, je souhaiterais donc vous dire merci. Merci pour tout le travail abattu durant toutes ces années et ce travail que vous faites actuellement dans ce contexte de crise pour toucher les populations au fin fond de nos villages, parce que la radio aujourd'hui est un instrument d'information, de sensibilisation. Donc félicitations à tout le personnel et joyeux anniversaire à l'avance. Nous espérons donc que vous puissiez continuer à éduquer notre population également et nous mettrons tout en œuvre pour faire donc améliorer vos conditions de travail et vous accompagner dans votre tâche. Et quant au peuple des hommes intègres, mon peuple, je souhaiterais donc réitérer une fois de plus mes félicitations, mes encouragements à tous ceux qui se battent pour notre patrie, qu'ils soient FDS, VDP ou civils, parce que chacun à partir de sa position se bat. Les épreuves sont dures, il y a beaucoup d'événements qui se passent. Se présenter les condoléances, c'est à nous-mêmes, parce que nous sommes tous frères et sœurs. Lorsqu'il y a un décès, ça nous affecte tous. Donc, je profite donc du micro pour présenter les condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers et aussi souhaiter prompt rétablissement à tous ceux donc, qui sont actuellement blessés par l'effet du terrorisme et surtout au FDS et au VDP de maintenir ce cap, beaucoup de courage et que Dieu les protège dans leur combat, que Dieu donc protège toutes ces populations résilientes qui se battent jour et nuit aux côtés donc, de nos forces pour pouvoir maintenir le Burkina Faso debout. Amen. Merci à tous. Amen. Merci. Excellence, pour conclure, nous avons reçu des questions et des contributions d'auditeurs de toutes les régions du Burkina, des locuteurs de plusieurs langues nationales. Les auditeurs souhaiteraient entendre votre mot de fin dans l'une des langues nationales. D'accord, merci beaucoup. J'aurais dû peut-être répondre à certaines questions donc, en langue nationale, même si mon Djoula ou mon Mouré n'est pas peut-être soutenu comme on le dit. J'ai repris les cours avec le MENA-PLN pour bien apprendre le vrai Djoula, le vrai Mouré. En tout cas, Aounichi, Abenichi, Anbaraji, Amini na la Fedron, Alaka Beka la Nino Sabati, Alaka Ke Burkina, Amini Burkina, Here Memba Nini Burkina, Alaka Nan Here, Alaka Shini Kena de Bema, Alaka Haminako Benoya. Je veux dire, Sambisi, Mampou Rayam Fa Barka, Bark Winare, Wina Kiti Bebarawa, Wina Kao Bebarawa, Wina Kiti Burkina, Wala Thompson Date. Donc, pour merci pour le soutien à tous. Merci. Nous arrivons ainsi au terme de cette émission spéciale Antenne Directe. Merci au président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, pour avoir pris le temps de répondre aux différentes questions et préoccupations soulevées au cours de cette émission. À l'issue de ces 2 ans de transition, le navire Burkina Faso continue de naviguer dans des eaux tumultueuses, certes, mais avec une direction affirmée.
Si l'océan reste imprévisible, le capitaine Ibrahim Traoré et son équipage sont résolus à garder le cap, déterminés à conduire le pays vers des rivages plus sûrs. Merci à vous, Excellents, pour ces moments d'échange avec le peuple en direct sur les ondes de Radio Burkina. Merci à vous, fidèles auditeurs, pour votre participation active et vos questions pertinentes. Merci également à l'UNALPHA et aux radios partenaires qui ont relayé cette émission. Chers auditeurs, continuez de rester informés et engagés pour contribuer chacun à son niveau à l'édification de notre chère patrie. Vive le Burkina Faso.